Très bien. Je vous propose de vous asseoir. On va démarrer notre réunion. Donc, bienvenue aux étudiants et à leur encadrement qui les accompagne pour cette audition que l'on mène avec Bruno Leroux, qui est rapporteur de la commission, et quelques parlementaires qui sont là. Vous êtes dans le cadre d'un cycle d'auditions lié à une mission de la conférence des présidents des groupes de l'Assemblée nationale sur l'étude de l'opportunité d'une exposition universelle en France en 2025. On a déjà mené une série d'auditions depuis quelques semaines qui portent surtout sur l'histoire de la France et des expos universelles, sur le cadre également dans lequel s'organisent les expos universelles. On a notamment eu plusieurs auditions avec le BIE et les différents commissaires français des différentes et des dernières expos universelles. Votre audition un peu atypique dans le cycle de rencontres est là pour que notre groupe de travail puisse s'inspirer du regard que vous avez sur un tel projet, sur ces grands événements, sur les contenus que vous pensez pouvoir y mettre, sur le territoire tel que vous l'imaginez dans le cadre d'un grand événement comme celui-là. Donc l'audition se passe en deux temps. C'est d'abord les élèves de Sciences Po qui vont exprimer leur regard et leur projet. Ensuite, à l'issue d'une 20-30 minutes de présentation, il y aura un temps de questions-réponses avec les parlementaires. Et puis ensuite, l'Institut Michel Serres, qui, pareil, il y aura 20-30 minutes de présentation et un temps d'échange avec les parlementaires présents. Voilà, donc je vous laisse prendre le relais. Je vous remercie de votre présence et on attend beaucoup de votre présentation, de vos présentations. Tu veux ajouter quelque chose ? Non. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il est 14h30 heure locale et la température extérieure est de 22 degrés. Nous vous invitons à lancer l'application Paris Expo 2025 pour vous plonger dès maintenant dans l'expérience de l'exposition universelle de Paris. Pour les passagers munis d'un pass électronique pour l'expo universelle, nous vous invitons à vous rendre directement en hall 3 pour les navettes de drone. Merci d'avoir voyagé avec nous. Nous vous souhaitons un inoubliable séjour en France. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue en 2025. Vous êtes arrivés à l'exposition universelle française, mais attention, cette expo n'est pas une expo comme les autres. Tout d'abord, vous n'êtes pas de simples visiteurs, mais des participants. Ce n'est pas à proprement parler une exposition, mais plutôt une expérience. Enfin, elle n'est pas organisée en un site unique, mais en réseau. Préparez-vous donc à découvrir grâce à votre implication active et non à une suite passive d'une exposition avec les différentes indications, sens de la visite, attention, pas de flash, pas de photos, etc. Mais c'est une vraie expérience qui commence dans les transports jusqu'en France, continue dans les transports du Grand Paris et s'invite même chez vous. Quant à l'intérieur des pavillons, les États, régions et toutes sortes d'organisations non étatiques vous proposent d'accéder aux plus nouvelles innovations grâce à des expériences interactives et multisensorielles. Saviez-vous que le toucher est un sens fondamental à l'expérience culinaire et que la transmission d'odeurs permet de rendre plus réaliste une communication à distance ? Les différents ateliers présents dans le pavillon vous vont les faire découvrir. Préparez-vous aussi à rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous pour des relations, qu'elles soient amicales ou professionnelles, grâce à l'Expo App. C'est une application qui sera disponible sur smartphone et tablette, qui connectera tous les lieux et tous les participants entre eux. Préparez-vous enfin à voyager, car l'exposition, si elle a sa porte d'entrée dans le Grand Paris, est reliée à des événements en région, en France, en Europe, sur les 5 continents et même dans l'espace. En nous appuyant sur ces idées novatrices, mais aussi sur l'héritage des expositions universelles depuis 1851,
Donc, vous voyez les différents thèmes s'afficher à l'écran. Nous vous proposons le thème suivant, Temps de vie, une nature, qui est la traduction de notre thème original, Many Lives, One Nature, puisque nous avons travaillé entièrement en anglais avec une équipe d'étudiants internationaux. Alors, ce thème se décompose en deux parties. Temps de vie, tout d'abord, fait référence à l'ensemble des activités que nous pratiquons tous, bien que différemment. Donc, on fait référence aux activités culinaires, l'habillement, la communication, les expériences scientifiques, sportives, culturelles, etc. Mais du fait de nos différences individuelles et sociales, nous pratiquons tous ces activités différemment. Alors, nous les avons regroupées en 7 groupes, qui sont les arts vivants et le cinéma, les sports et loisirs, les beaux-arts, les sciences et l'éducation, les cuisines et l'agriculture, la nature et la biodiversité, et enfin les modes et l'habillement. Alors, malgré cette diversité, nous partageons tous une seule et même nature, d'où la deuxième partie de notre thème. Et donc, une seule nature et un seul environnement dans lequel nous vivons tous et que nous devons apprendre à respecter. Cette nature commune nous pousse à coopérer et interagir pour résoudre les problèmes communs à l'humanité qui seront acérés en 2025 du fait de l'augmentation exponentielle des échanges et de la dissolution des frontières. Cette interconnexion n'apporte pas seulement des problèmes, mais aussi de formidables opportunités, comme celle, pourquoi pas, d'inviter le monde entier en France autour d'une volonté commune d'éclairer l'avenir de l'humanité. Belle perspective, non ? Alors, nous représentons ce thème dans notre logo par l'ADN, cette matrice de la nature humaine et de sa diversité. Parce que pour nous, les différences ne sont pas des clivages qui doivent nous diviser, mais bien des richesses à valoriser. Notre thème est, nous le pensons, apte à convaincre les décideurs français et les membres du BIE, mais aussi et surtout les Français, qui ne demandent qu'à dépasser ce climat de morosité ambiante que l'on tente de leur imposer. Nous vous invitons donc aujourd'hui à vous engager avec nous et pour la France dans une nouvelle dynamique autour de ce projet. Voyons maintenant avec Aloïs comment nous l'avons organisé. Merci Josépha. Alors, Many Lives, One Nature, temps de vie, une nature. Comment ce thème-là se traduit-il sur le terrain ? En 2025, plus que jamais, nous serons un grand village global. Nous aurons conscience de l'existence, des similitudes et des différences les uns des autres. Nous ferons tous les mêmes choses, mais nous les ferons différemment. C'est ça la philosophie derrière notre thème. Pour l'organisation, nous partons de cette idée du village global et nous la déclinons en 7 villages. Ces 7 villages-là incarnent 7 facettes de l'humanité que ma collègue Josépha vous a exposées. Cette liste est une liste de travail avec laquelle nous avons travaillé depuis le début du projet. Elle est critiquable, mais on peut l'améliorer. Pardon, c'est très négatif ce que je dis. C'est une liste de travail avec laquelle nous avons travaillé dès le début. Elle est modifiable, elle est améliorable, mais elle est légitime. Alors, notre terrain de jeu, c'est la France. Et nous vous expliquerons plus en détail plus tard comment ce terrain de jeu-là se connecte au Grand Paris. Parce que le terrain de jeu, c'est avant tout le Grand Paris. Le Grand Paris et l'exposition universelle partagent un horizon temporel commun. Le Grand Paris, la plupart des infrastructures se réaliseront d'ici 2020-2030. L'exposition universelle aura lieu en 2025. Nous cherchons donc à tirer parti de ces horizons temporels communs en mettant en commun les moyens, les ressources, mais aussi les objectifs. C'était donc pour nous une évidence de travailler en partant de la base du Grand Paris. Tout autour du Grand Paris, nous avons défini 7 sites, 7 villages donc, et chacun de ces sites se spécialise déjà dans le thème que nous voulons lui attribuer. Nous voulons donc réfuter ici l'idée que l'exposition universelle serait une cité éphémère. Un spécialiste des expositions universelles disait d'elles qu'elles étaient des cités éphémères, qu'en gros elles émergeaient pour 6 mois et qu'ensuite elles disparaissaient. Non, nous réfutons cette idée-là. Dans notre projet, chaque village a déjà une certaine histoire dans le thème que nous lui attribuons, une certaine spécialité. Pendant 6 mois, il aura un présent et il aura un futur après l'exposition universelle. Alors voyons voir quels sont ces 7 villages.
Nous installerons le village des arts vivants et du cinéma à Saint-Denis. C'est là-bas où notre ami Luc Besson a déjà ouvert sa cité du cinéma. Un peu plus au sud, l'île de Puteaux accueillera le village des sports et des loisirs. Nous avons là-bas des grands espaces, le bois de Boulogne, l'île de Puteaux et des grandes installations sportives. Ça fait donc sens d'installer là-bas les sports et les loisirs. Versailles accueillera les beaux-arts. Versailles, c'est un patrimoine majeur. Les touristes qui viendront en France voudront aller à Versailles. C'est pour ça qu'il faut en tirer parti. Un peu plus au sud encore, le plateau de Saclay sera dédié aux sciences et à l'éducation. Je vous en parlerai un peu plus en détail plus tard. Rungis, c'est le marché en gros, c'est le marché de gros le plus important au monde. Il accueillera donc les cuisines et les agricultures du monde. Le bois de Vincennes sera consacré à la nature et à la biodiversité. Et enfin, le projet immobilier Europa City dans le nord de Paris, qui va émerger d'ici 2020, je crois, sera consacré aux modes et aux habillements du monde. 7 villages donc qui constituent une toile tout autour de Paris. Et un huitième point géographique qui est le centre-ville. Parce que l'expérience de l'exposition débutera véritablement au centre de Paris. Vous aurez au centre de Paris des monuments historiques, il y en aura 7, qui donneront chacun un avant-goût de ce que vous pourrez découvrir à l'extérieur de Paris. Cette approche crée des liens. Elle crée un lien entre le centre-ville et la banlieue, c'est-à-dire que vous aurez une correspondance entre, par exemple, le Grand Palais qui accueillera, pourquoi pas, cuisine et agriculture et qui sera donc lié d'une certaine manière, d'une manière thématique au bois de Vincennes. Et il créera un second lien entre héritage et innovation. Et là, nous voulons reprendre la belle idée d'Expo France qui était celle d'offrir la possibilité aux nations participantes d'intégrer, d'investir le patrimoine de la ville. Pourquoi pas donner aux nations participantes la possibilité de s'approprier un monument. Bien sûr, pas de l'acheter, il ne s'agit pas de vendre la Tour Eiffel à des investisseurs chinois, brésiliens ou indiens, mais de s'approprier un espace, un patrimoine. Pourquoi pas, par exemple, mettre à l'honneur les pays de l'Amazonie. À la Tour Eiffel, on pourrait obtenir une Tour Eiffel végétale. Est-ce qu'elle n'est pas belle ? Voilà, investir le centre-ville, investir la banlieue. Un exemple en particulier, un exemple de village, le plateau de Saclay. Alors, le plateau de Saclay, ce sera le village des sciences et de l'éducation. C'est, comme vous le savez, mesdames et messieurs les députés, un des sites clés du Grand Paris. C'est en train de devenir une Silicon Valley à l'européenne, 3 milliards d'euros d'investissement public dans le futur proche, encore plus d'investissement privé, 50 km² de terrain disponible. C'est donc un choix réaliste, rationnel, évident pour l'intégrer au projet de l'exposition universelle. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer exactement là-bas si le plateau de Saclay devenait l'un des sites de l'exposition universelle ? Nous donnerions donc la possibilité aux nations participantes d'y exposer un de leurs pavillons pour mettre en valeur ce qu'ils font dans le domaine de la recherche, des sciences ou de l'éducation. Nous donnerons également la possibilité aux acteurs non étatiques d'exposer un pavillon. Parce qu'en 2025, plus encore qu'à l'heure actuelle, les acteurs non étatiques, c'est-à-dire les ONG, les grandes entreprises, les institutions universitaires, les centres de recherche, ces acteurs-là seront des contributeurs majeurs de la recherche et de la science au niveau mondial. Donc on aura des pavillons appartenant aux nations qui souhaitent mettre en valeur leur science, leur recherche, etc. Mais aussi des pavillons pour, par exemple, les arts et métiers, Sciences Po, Harvard, etc., etc. Dans notre projet, vous l'aurez compris, il y a une articulation de plusieurs sites autour de Paris. Mais qui dit plusieurs sites dit déplacement d'un site à l'autre. On n'est pas dans un site unique où on peut simplement se balader d'un pavillon à l'autre. Il va falloir vraiment se déplacer. Et donc les transports dans notre projet sont un point crucial. C'est un point qui a été délicat à approcher, mais c'était également un défi assez fascinant à relever. Nos transports dans notre projet s'articulent autour de 4 piliers. D'abord, les transports seront innovants. L'exposition universelle, c'est le moment de mettre en valeur des technologies innovantes. La France est particulièrement à la pointe du progrès en matière de transport. C'est donc le moment de mettre en valeur cet atout-là. Les transports seront une expérience intégrée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous prendrez
le grand métro du Grand Paris qui relie tous les 7 villages. Quand vous le prendrez pour aller d'un village à un autre, vous ne serez pas juste en train de vous déplacer d'un point A à un point B. Vous serez véritablement en train de voyager, en train de découvrir, en train d'être surpris. Vous avez là une image du RERC qui vous conduit à Versailles. Si certains d'entre vous l'ont pris récemment, vous aurez peut-être remarqué que le RERC a été décoré de façon à donner un avant-goût de Versailles. Vous avez là, par exemple, les magnifiques peintures de Lebrun. Et donc, c'est un peu cette idée qui nous a inspirés pour faire des transports véritablement un moment qui continue, qui étend l'expérience de l'exposition universelle. Les transports, ce sera également un moment social. Vous savez, on dit que c'est dans les transports en commun qu'on est en contact avec le plus de personnes dans la journée. Et paradoxalement, c'est aussi le moment où on est le plus anonyme. Nous cherchons à mettre fin à ce paradoxe, notamment grâce à l'Expo App. L'Expo App, on pourra vous en parler plus en détail pendant les questions. Mais en gros, imaginez que sur votre smartphone, vous ayez une application qui vous connecte avec les autres participants. Vous pouvez découvrir les participants qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, qui veulent visiter les mêmes choses que vous, qui parlent la même langue que vous. Et ainsi, vous vous connectez avec eux. Et vous vous connectez avec eux quand vous êtes, par exemple, assis à côté d'eux dans les transports. Enfin, les transports, ce sera une expérience surprenante. L'exposition universelle, c'est aussi le moment de surprendre. L'exposition universelle, c'est aussi une fête dans ce sens-là. Il faut que les gens s'amusent. Vous avez là une image de l'exposition universelle de 1900. Qu'est-ce qu'il y a sur cette image un peu jaunie? On y voit des trottoirs mouvants. Alors il faut vous imaginer, on est en 1900. L'électricité vient à peine d'être inventée. On se balade encore en carrosse avec des chevaux. Et vous avez à Paris des trottoirs qui bougent. Autant vous dire que les Parisiens et les étrangers qui étaient là à ce moment-là étaient surpris, ravis, fascinés, etc. C'est un peu ce genre de sensation qu'il faudrait reproduire. Une offre de pavillon sur mesure, ça c'est fondamental. La raison pour laquelle Dubaï a remporté récemment l'organisation de l'exposition universelle de 2020, la raison pour laquelle ils ont remporté ça, c'est parce qu'ils ont déroulé le tapis rouge à toutes les nations participantes. Ils leur ont offert un choix de pavillons sur mesure à la carte. C'est ça que nous voulons mettre en place également. On donnera à chaque nation participante la possibilité de s'installer dans le pavillon qu'ils le souhaitent, comme ils le veulent, avec un certain nombre de standards malgré tout. Ce sera donc une offre modulable et une offre flexible. Ici, les maîtres mots sont véritablement modularité et liberté pour, encore une fois, dérouler le tapis rouge. Donc des pavillons qui pourront être physique, virtuel, un mélange des deux, des hologrammes, etc., pérennes, temporaires, conservés ou démontés après l'exposition. Un exemple pour vous montrer que ce n'est pas si fantaisiste que ça. L'exposition universelle de Lisbonne en 1998, un certain nombre de pavillons ont simplement été conservés, déplacés et réutilisés après l'exposition. Donc là, vous avez à gauche, par exemple, le pavillon de l'eau, in situ en 1998 à Lisbonne, et vous l'avez 15 ans plus tard dans la banlieue lisboète, dans un parc, je crois qu'il est utilisé comme gymnase à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je cherche à dire ici? En fin de compte, l'exposition universelle n'est pas une fin en soi. C'est véritablement 6 mois pendant lesquels on met à l'honneur un patrimoine déjà existant, on crée des liens entre l'héritage urbain, l'héritage immobilier, l'héritage architectural et de l'innovation. Et c'est un moment dans lequel on améliore et on propose des nouvelles pistes. En fin de compte, notre philosophie, c'est vraiment laisser sa marque et revenir. Pour les anglophones dans la pièce, leave your mark and come back. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais en appeler à votre nature romantique. Vous avez à gauche une image du Pont des Arts. Si vous êtes allé au Pont des Arts, vous savez que c'est là où les amoureux du monde entier viennent et fixent un petit cadenas en symbole de leur amour, de leur union. Et ils le laissent et ils peuvent y revenir 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, avec ou sans la même personne, avec des enfants, pourquoi pas. Bon, dans les faits, c'est pas totalement vrai, vu que les cadenas sont enlevés régulièrement parce qu'ils sont trop lourds pour le pont. Mais c'est vraiment cette idée que chaque individu, chaque nation participante vient à Paris, il laisse sa trace et pourra plus tard peut-être y revenir et constater la trace de son passage. Pour traduire cette idée-là dans les faits, pourquoi pas ne pas utiliser la petite ceinture, qui est un élément pour l'instant inusité du patrimoine parisien. Pourquoi ne pas utiliser la petite ceinture et permettre à chaque participant
d'imprimer en 3D, grâce aux impressions en 3D, une brique qui leur sera personnelle, une brique personnalisée, qu'ils pourront poser sur les parois de la petite ceinture, et ainsi créer une sorte de Walk of Fame universelle dans laquelle chacun des participants aura ses 15 minutes de gloire, mais pour l'éternité et dans le patrimoine parisien. Merci. Voyons maintenant comment tout ça, on va convaincre les nations participantes de voter pour nous. Alors, oui, vous l'avez compris, Paris Expo 2025 n'est pas une expo comme les autres. C'est une expérience conçue par tous ceux qui y participent. Voilà pourquoi elle se doit aussi d'être une expérience conçue pour tous, pour chaque Français et pour chaque pays participant. Alors, comment traduire cette expérience en réalité et comment faire de Paris Expo 2025 un pari gagnant? C'est simple, nous avons 3 objectifs. D'ici 2025, c'est les Français que nous devons convaincre. Les convaincre que c'est un projet réalisable et ambitieux qui s'aligne avec les défis que s'est lancé la France pour les prochaines années. D'ici 2018, nous devons convaincre les 167 pays membres du Bureau international des expositions. Et ensuite, d'ici 2025, Paris Expo 2025 bâtira une plateforme de coopération entre les acteurs fédérés autour de cette merveilleuse aventure. Alors la question la plus importante pour l'instant, c'est pourquoi la France devrait-elle s'investir dans une exposition universelle ? Eh bien, c'est un projet qui s'aligne avec notre ambition de compétitivité, de continuer d'accroître notre compétitivité, de continuer d'innover. Et l'avantage qu'une expo universelle a, c'est qu'elle va placer la France sous les projecteurs du monde et le monde sous les projecteurs de la France, en créant de nouveaux liens, de nouveaux partenariats et de nouvelles idées. D'autre part, l'organisation de notre candidature autour du Grand Paris comporte un avantage de taille, un avantage pratique, c'est-à-dire qu'elle rend notre exposition universelle plus rentable et plus durable. Comme nous l'avons montré, comme Aloïs vous l'a montré, notre expo s'articule autour d'infrastructures présentes et en cours de construction pour le Grand Paris. Ce sera également l'occasion de faire découvrir le Grand Paris, le nouveau Grand Paris aux Français et au monde entier, pour qu'ils puissent découvrir un Paris plus grand, bien sûr, plus ouvert, plus moderne et encore plus dynamique. Mais Paris Expo 2025, c'est avant tout un engagement national et régional. C'est l'occasion de promouvoir le Made in France à travers nos régions. C'est pour ça que nous avons imaginé de mettre à l'honneur chaque mois plusieurs personnalités régionales et de proposer à nos participants d'acheter un pass national leur donnant la possibilité d'aller à la rencontre de nos régions françaises. Au-delà de la France, Paris Expo 2025 est aussi un projet européen. Nous avons imaginé cette expo comme une opportunité de célébrer nos partenariats. Et donc nous envisageons également de faire écho avec des événements jumeaux qui auraient lieu partout en Europe et de proposer également à nos participants un pass Euro Paris Expo 2025, leur permettant d'y avoir accès. Donc je pense que ça commence à être clair que Paris Expo 2025 est un événement qui valorise et qui associe la France et l'Europe. Mais au-delà de ça, c'est aussi un événement qui déroule le tapis rouge aux 167 pays membres du Bureau international des expositions. Lorsqu'une nation vient à l'exposition universelle, elle expose, mais surtout elle s'expose en nous livrant l'image qu'elle a souhaité forger d'elle-même. C'est pour ça que, comme Aloïs vous l'expliquait, nous avons un menu de pavillons à la carte. Donc un pays, en fonction de l'image qu'il souhaite projeter et en fonction de son budget, peut choisir d'acheter, d'emprunter ou de louer un ou plusieurs pavillons dans un ou plusieurs villages. Paris Expo 2025, c'est aussi un projet de coopération. Donc les pays peuvent acheter, louer, emprunter des pavillons. Mais nous avons laissé de côté une possibilité que nous, en tant qu'étudiants, connaissons très bien, la colocation. Pourquoi pas imaginer une colocation de pavillons entre plusieurs pays qui partagent des intérêts ou des projets communs. Et enfin, Paris Expo 2025 est aussi un projet solidaire. Nous envisageons à cet effet donc un fonds de solidarité qui permettrait de venir en aide à des pays à plus faible budget, qui serait financé d'une part par une loterie virtuelle mondiale, permettant à ses participants de gagner des passes à l'exposition, et d'autre part par un pourcentage d'opportunités publicitaires qui serait proposé aux pays participants. Donc voilà,
En somme, Paris Expo 2025, c'est un pari gagnant, car c'est un projet qui est viable et ambitieux. Et comme l'a si bien dit l'un de nos compatriotes historiques, impossible n'est pas français. Et c'est bien ce message que nous voulons faire passer au monde entier pour sauter à bord de l'expérience Paris Expo 2025. Une exposition, c'est très bien, mais sans participants, c'est un peu comme un gouvernement sans ministre ou secrétaire d'État. Ça n'a pas grand sens. Assez fin. Assez fin. Nous avons mis en place une campagne de communication qui va s'assurer qu'on s'adresse à tout le monde et qu'effectivement, on va apporter à Paris un public le plus vaste possible, que ce soit des personnes, que ce soit des entreprises, que ce soit des instituts, que ce soit des écoles. Nous avons une campagne de communication qui est structurée autour de 2 échéances, 2018 et 2025, 2018 étant la date de la décision du BIE et 2025 l'exposition elle-même. Autour de ces 2 échéances, nous avons 4 phases. Du 2017, 2021, 2024 et enfin la communication pendant l'exposition pour maintenir l'engouement. Chacune de ces phases correspond à une target précise, un public précis. 2017 étant plus axé local, par exemple, convaincre les Parisiens qu'on ne va pas détruire leur ville et que l'arrivée de toutes ces personnes ne va pas chambouler leur quotidien. 2021, 2024, 2025, plus on avance dans le temps, plus on s'adresse à un public international. Il y a aussi la question de qu'est-ce que vous vendez, pour parler vulgairement. Là, on va parler avant tout du concept d'exposition. En quoi est-ce que le concept d'exposition est bénéfique pour les Français, pour les Parisiens? Et ensuite, on parle du thème lui-même de l'expo, Many Lives, One Nature, tant de vie. La durabilité du projet est aussi très importante. Quand on a vu à Sochi, cette question a été sans cesse sur la table dans les médias internationaux. Savoir dire réellement et à Athènes, et c'est systématiquement un enjeu dans tous ces grands événements internationaux. Donc rassurer tout le monde sur la durabilité du projet, je pense que mes collègues vous l'auront fait comprendre. Enfin, Sochi également nous l'a montré, la sécurité est clé pour, là encore, rassurer tout le monde dans la dernière phase, la dernière année, quand les journalistes étrangers commencent à arriver, dans toute cette phase-là où on commence à beaucoup faire de mousse autour de l'événement, de rassurer tout le monde qu'effectivement, nous avons les choses en main. Je reviendrai par la suite sur une deuxième campagne parallèle, la campagne sur le renouveau de la marque France. Paris et la France ont un atout majeur, c'est que nous sommes à peu près du mois de février jusqu'au mois de juin, présents dans les médias internationaux, de fait, par des événements qui existent déjà, qu'on n'a pas besoin d'organiser en plus. Ce que nous proposons, c'est de nous baser sur ces événements-là pour communiquer à travers le monde. Donc typiquement le Tour de France comme outil pour rassembler les régions autour de cet événement parisien, c'est quand même la voie facile et évidente. Le Vendée Globe, le concours Lépine, le Festival de Cannes. Voilà, je vais passer la parole à Mizoa pour comment est-ce qu'on communique. Oui, merci beaucoup. Alors, comment communiquer ? Nous avons vu jusqu'à présent que notre exposition universelle avait un côté très futuriste et aussi innovatrice. Mais quand même, en accordance avec notre thème qui est Temps de vie, une nature, nous nous sommes dit qu'il était très important de s'autodéfinir qui nous sommes. Et dans le cadre de la communication, nous nous sommes dit qu'on était des êtres qui communiquaient à travers les sens. C'est pour ça pourquoi notre stratégie de communication porte une approche multisensorielle qui utilise les 5 sens. Voilà. En parlant de la communication, nous avons 2 sens majeurs qu'on utilise assez fréquemment quand on parle avec ou quand on communique avec les gens, qui sont 1, la vue, et 2, l'ouïe. Pour la vue, nous allons créer des films holographiques ou en 3D, et aussi développer des applications pour smartphones et les lunettes à réalité augmentée, comme les Google Glasses, qui sera synchronisé avec les événements de l'exposition universelle. Pour l'ouïe, nous allons organiser des concerts internationaux simultanés en invitant les musiciens de tout le monde entier. Et aussi, nous pourrons organiser un concours musical qui pourrait s'appeler Expovision et non pas Eurovision.
Et bien sûr, ça serait vraiment important d'utiliser les réseaux sociaux comme YouTube, Facebook et Twitter qui vont évoluer jusqu'à 2025 pour bien communiquer avec les potentiels participants. Mais ce n'est pas juste ça. Nous avons aussi encore des sens qui ne sont pas très utilisés aujourd'hui, mais qu'on pourrait utiliser pour l'exposition universelle en 2025. Tout d'abord, nous avons l'odorat. Avec LVMH, supporter officiel de l'exposition universelle, nous pourrons créer le parfum officiel de l'exposition universelle et après le transmettre via les transmetteurs d'odorat mobiles pour que tout le monde, même s'ils ne sont pas à Paris, même si les gens ne sont pas en France, pourraient sentir l'exposition universelle. Après, vous avez le toucher. Le toucher, avec le développement des imprimantes de 3 dimensions, tout le monde pourrait imprimer comme Aloïs l'a dit, les symboles, les logos, même la ville de Paris pendant l'exposition universelle. Et avec 2 coups de parfum LVMH Exposition universelle, l'exposition universelle s'invite chez vous. Et finalement, oui, bien sûr, le goût. En tant qu'un japonais, étudiant japonais qui étudie en France, il est évident que je suis un grand fan de la culture culinaire gastronomique française. Donc nous nous sommes dit qu'il serait vraiment intéressant de créer un guide Michelin, version exposition universelle, pour donner des informations aux participants et aussi organiser des festivals culinaires de street food que les participants pourraient goûter les plats de tout le monde entier juste en se baladant la ville de Paris ou pendant l'exposition. Voilà, et je repasse ma parole à Guillaume. Pour conclure, il faut se poser une question centrale. Pourquoi l'expo? Parce qu'on a vu comment, tout ça c'est très bien. Pourquoi l'expo? Pourquoi est-ce que 25 étudiants de 18 nationalités différentes, fin 2013, se mettent ensemble et décident de travailler sur un projet qui n'aboutira peut-être que dans 12 ans? C'est quand même ça la question de fond. Pourquoi est-ce que nous sommes ici 11 ans plus tôt? On est ici parce qu'on y croit. On croit en Paris, on croit en la France. Pourtant, le quotidien ne nous porterait pas forcément à y croire autant que ça. Il y a un problème, c'est que pour attirer des personnes à Paris pour une exposition universelle, il faut avoir une image, il faut que la ville, il faut que le pays ait une certaine image à travers le monde qui rayonne, qui incarne, qui soit en accord avec les valeurs d'une exposition universelle. Et aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas. En 2007, la France, en termes de les rankings d'images de pays, la France était numéro 3. En 2012, la France était numéro 13. Et la seule raison pour laquelle nous sommes encore si hauts, c'est parce que c'est de la force de notre culture et de notre patrimoine. Dans toutes les autres catégories, comme le climat des affaires, ce genre de choses-là, on chute, mais d'année en année. On ne peut pas, si on a une exposition universelle et que ce classement continue de chuter, ce sera une exposition universelle vide. C'est pour ça que nous proposons une deuxième campagne. Ça a déjà été fait en Angleterre auparavant. Voilà pourquoi. J'étais à New York hier, alors ça fait très bien, mais je parlais à un étudiant de l'Oklahoma et je lui dis, pour toi, quelle est la dernière personnalité française à laquelle tu peux penser? Il réfléchit et il me dit, Edith Piaf. Après, je lui dis que Daft Punk, bon, il fait, ah, c'est français. Bon. Mais voilà, c'est un peu cette image-là, la cité de l'amour, la cité, le printemps, les oiseaux, blablabla. C'est pas ça, les gens qui viennent pour ça ne viennent pas pour une exposition universelle. C'est pour ça qu'il faut qu'on change. Il y a un pays qui l'a très bien fait, je le disais, c'est l'Angleterre, qui a lancé en 2009, donc 3 ans avant les JO, une grande campagne de rebranding, donc de renouveau de sa marque à travers le monde entier. Il y avait Innovation is Great Britain, Culture is Great Britain, like Creativity is Great Britain. C'est une énorme campagne avec tous les chefs d'entreprise. Il y avait Richard Branson, il y avait un monde. Toutes les personnes du pays, toutes les personnalités se sont investies dans ce projet pour renouveler leur image et ça a marché. Quelle image est-ce qu'on a aujourd'hui de l'Angleterre? Elle est sans doute un peu meilleure qu'il y a 10 ans. Pour conclure, comment est-ce que cela se traduit au quotidien? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, les personnalités, les ambassadeurs de l'exposition universelle, le choix de ces personnalités-là est très important. Plutôt que de choisir Johnny Belmondo ou Michel Drucker,
on devrait pouvoir trouver en France, sans avoir à demander à Stromae de se naturaliser, on devrait pouvoir trouver des personnalités qui nous incarnent, qui nous représentent, qui incarnent le progrès, la jeunesse et l'innovation. Et pas n'importe quelle forme de progrès, mais le progrès proche de l'homme. Et là, on revient à l'identité de la France. Voilà. Nous réinventons l'exposition universelle. Nous réinventons la France. Merci. Pour conclure toutes ces belles paroles, Paris Expo 2025, ce sera un projet profondément humaniste qui conjuguera universalisme et singularité. C'est un projet qui est aussi beau sur la forme qu'il est réalisable sur le fond. Et c'est le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui fait la force de cette proposition. On entend souvent parler d'une France morose, un peu pessimiste, mais nous voulons défier ces sceptiques. Nous croyons en une France fidèle aux valeurs qui l'ont créée. Je pense que toutes les générations croient en une France fidèle aux valeurs de ces expositions universelles, dont elle a été pionnière par son succès. Et Paris Expo 2025, justement, apportera ce souffle de dynamisme, ce sens d'émulation que les Français peut-être attendent un peu. Mais bien plus qu'un souffle, c'est aussi l'occasion de pérenniser la célébration de l'homme dans toute sa différence et dans toute son unicité. Et je pense que l'identité française est à la fois singulière et plurielle, de même que celle de cette exposition. Et c'est pour ça que notre proposition est celle de réinventer l'ADN de l'exposition universelle et réinventer la France. Merci. Merci pour cette présentation, cette belle présentation. Je vais laisser à mes collègues le soin de poser les questions, puisque j'ai eu la chance de l'avoir déjà écouté avec beaucoup d'intérêt. Bon, il y a simplement deux verbes qui sont, à mon avis, au cœur de ce projet et que vous avez bien répété à la fin: réinventer, réincarner. Réinventer parce que on a tendance effectivement à vivre sur notre patrimoine, sur nos acquis, et donc si on les réinvente pas, on aura quelque part cette courbe que vous avez marquée, que vous avez dénoncée, qui est une courbe d'érosion qui touche notre économie, notre confiance, notre enthousiasme et qui a des répercussions extrêmement graves sur l'emploi et puis sur la vitalité de l'ensemble de notre tissu économique. Et l'autre verbe, c'est réincarner, c'est redonner à tous ces marqueurs qui ne sont pas démonés, qui ne sont pas désuets, les réincarner et donner aux valeurs françaises et aux valeurs de rêve que la France incarne encore à l'étranger un nouvel élan. Donc réinventer, réincarner sont deux verbes, à mon avis, extrêmement intéressants qui doivent être au cœur de l'approche qui marque cette proposition. Voilà, Bruno. Deux mots, enfin une question. C'est intéressant par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce qu'on a beaucoup parlé pour l'instant des expositions passées en questionnant sur ce qu'elles pouvaient être et devenir. Et là, j'ai l'impression dans votre travail qu'on pourrait avoir en 2025, en fin de compte, la première exposition universelle du XXIe siècle. Parce que pour l'instant, on ne peut pas dire que celles qu'il y a eu ou celles qui sont en prévision apparaissent comme des expos du XXIe siècle avec la rupture qu'entraîne forcément ce siècle nouveau. Il y a quelque chose qui semble vous être apparu comme une évidence, qui l'est d'ailleurs pour beaucoup dans les questionnements que l'on a ici depuis maintenant plusieurs semaines, mais qui a l'air d'être un frein avec tous ceux dont on parle. C'est cette espèce de multiplicité de sites. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a l'impression que l'on renverse les montagnes à chaque fois que l'on n'est pas dans un lieu qui est un lieu quasiment clos, avec des barricades, des endroits où on contrôle les entrées, où on est sûr de faire... surtout à une époque où le pass existant, on peut, avec son smartphone, une fois qu'on a payé une fois, aller absolument partout. Or, est-ce qu'en fin de compte, de la façon dont je vois les choses, parce que vous êtes en même temps sur l'Expo, sur la France, sur Paris et sur un grand Paris, est-ce qu'en fin de compte, dans votre esprit, l'Expo n'est pas quelque chose qui est le prétexte, en fin de compte, à une fête nationale géante? Parce qu'avec ce que vous dites, ces sites qui sont différents, il n'y a plus de raison quand on va entre deux pavillons
qu'on n'ait pas des endroits qui sont d'une multitude d'endroits de fête. Donc en fin de compte, pendant 6 mois, dans votre concept, c'est un pays entier qui, sous le prétexte de l'exposition universelle, est dans une grande fête nationale, voire même internationale, et s'offre au monde. Enfin, c'est peut-être, je crois, la dimension supplémentaire de votre travail, c'est enfin de la façon dont vous posez ce nouveau concept, c'est que vous dynamitez l'expo comme étant un monument qu'il faut visiter, pour en faire une succession de lieux où il peut se passer et où la fête et où la découverte est en même temps dans les interstices entre ces lieux, dans tout ce qui se passe. C'est comme ça que vous l'avez senti, que vous l'avez imaginé? Oui, absolument. Je pense que dès le début, on s'est dit que l'exposition universelle, comme vous dites très bien, en fait, on n'y a pas pensé, mais c'est une fête. Moi, j'avais pensé. C'est une fête. C'est une fête. C'est une fête. Ce n'est pas un autre salon porte de Versailles, du mariage, de l'agriculture ou de l'érotisme. C'est autre chose. C'est quelque chose qui doit prendre toute la ville, dans laquelle toute la ville est impliquée et toutes les régions sont impliquées. Donc absolument, c'est une grande fête. Mais c'est vrai que ça nous sautait aux yeux comme une évidence, mais peut-être que ça ne l'est pas pour tous. Il y a aussi une autre sensation qu'on aimerait bien recréer avec cette exposition, et c'est une sensation qui est en train de devenir rare. D'ailleurs, d'un point de vue sémantique, le mot est en train de devenir rare. C'est le mot émerveiller. S'émerveiller, émerveillement. Plus personne ne le dit. Les jeunes ne sont plus émerveillés par rien, parce qu'ils ont accès à tout. Et on aimerait bien recréer cette sensation-là avec l'exposition universelle, qui serait effectivement un grand moment d'émulation qui fasse rêver, effectivement, comme l'a dit monsieur. C'est vraiment ça, un moment où les cultures du monde se rejoignent, se découvrent, réalisent leurs différences, se dépassent, etc. C'est vraiment ça. Merci. Catherine Quéré. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, d'abord, je voudrais vous féliciter parce que je trouve que votre présentation, elle est dynamique, elle est moderne, elle est jeune, elle est intelligente. Franchement, j'ai trouvé ça très, très intelligent. J'ai beaucoup apprécié. Alors, j'ai relevé quelques mots que je trouve importants. Vous parlez de réseau, c'est le côté jeune, et j'ai trouvé ça très bien. Solidarité, durabilité, l'approche sensorielle, je trouve que ce sont des démarches extrêmement intelligente. J'ai trouvé que c'était malin de dire, quand vous parlez du Tour de France, de Roland-Garros, de Cannes, en fin de compte, c'est une publicité gratuite. Donc ça, c'est malin. L'approche sensorielle. Donc franchement, ça m'a assez enthousiasmée. Alors j'ai 2 ou 3 petits trucs à vous dire. Dans LVMH, il y a M et H. Donc c'est Moët et Hennessy. Donc il n'y a pas que les parfums chez LVMH, il y a aussi le cognac et le champagne. C'est la fête. Voilà, je suis de Charente-Maritime. Je défends le patrimoine, oui. Et vous mettez mode et habillement, je trouve que c'est un petit peu redondant. Est-ce que luxe, enfin, il y a le luxe aussi en France, mode et habillement, enfin, j'aurais mis luxe et habillement, mais ou luxe et mode, enfin, voilà, c'est pas très important. Et dans cuisine et agriculture, essayer de mettre terroir, enfin, je sais pas, mais c'est vraiment pour dire ce que je ressens. Mais franchement, bravo. Et puis, pour terminer, vous avez parlé d'émerveillement, de rêver. Et il y a une notion dont vous n'avez pas parlé, à laquelle je suis attachée, qui je trouve dans les nouveaux indicateurs, c'est la notion de bonheur aussi. Et ça, enfin, voilà, c'est un mot que j'aimerais bien voir apparaître. Merci beaucoup. Je pense que en fait, le bonheur, c'est indirectement, on en parle lorsqu'on parle de progrès proche de l'homme. On veut mettre en avant dans cette exposition une forme de progrès qui n'est pas le progrès de Star Wars. Vous voyez ? C'est un progrès qui est bon pour l'homme, et on pense que c'est naturellement vers cela que nous allons nous orienter. Et donc en fait, c'est une forme de progrès qui rapproche l'homme de lui-même, qui rapproche l'homme des autres hommes, et qui de fait le rend plus heureux. Yval Barello. Oui, avant de m'adresser aux étudiants de Sciences Po, je voudrais monsieur le rapporteur et monsieur le président de la commission, vous soumettre une idée de façon à ce qu'on puisse sereinement continuer nos travaux. C'est d'abord d'auditionner le maire de Paris, connaître son sentiment. Parce que si on fait tout ce travail et que le maire de Paris n'est pas du tout d'accord avec ce que nous proposons, ça ne va pas être terrible. Non, mais on a connu ça par le passé. On a connu ça par le passé, donc c'est important. Bien, mes chers amis, je voudrais également vous faire des compliments et vous dire que vous avez en face de vous, en définitive, le rapporteur canal historique de la loi du Grand Paris, réseau transport. C'est moi qui ai porté la loi au Parlement. J'en ai été encore nommé pour l'application et le suivi de la loi. Je donnerai mon rapport
probablement vers le mois de mai de cette année. Et vous avez calqué en définitive l'architecture de votre projet sur le Grand 8 et sur le nouveau Grand Paris des transports. Hein, si j'ai bien compris, c'est cela. Et en définitive, les différents points de chute, ce sont les clusters, en gros, qui avaient été identifiés dans le projet que j'ai porté au Parlement. Je fais quand même une première remarque. La première, c'est que dans votre titre, c'est temps de vie et une nature, le volet nature doit jouer un rôle prépondérant. Or, vous avez un cluster qui est extraordinaire à Marne-la-Vallée qui s'appelle la Cité des Cartes, où 1500 chercheurs travaillent sur le développement durable et les métiers verts de demain. Je pense qu'il serait important dans l'architecture que vous avez imaginée d'y inclure ce cluster du développement durable, puisque la transition énergétique, aujourd'hui, ça devient une réalité et on sera obligé d'y aller. Hein. Donc ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque, c'est que je me disais, vous imaginez, vous n'étiez pas né, bien sûr, moi non plus, mais en 1900, la difficulté qu'a dû avoir... Ah ben, en 1900, je n'étais pas né. Mais Gustave Eiffel, regardez l'emblème de la Tour Eiffel, qui est le monument le plus visité au monde. Vous imaginez la difficulté qu'il a dû avoir pour imposer cette vision d'un nouveau Paris en 1900. Et donc, c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il faut qu'on force les destins. Il faut qu'on ouvre les serrures avec des clés qu'on est en train d'imaginer. Je voulais également vous dire que dans ce projet, il y a un maillon manquant. Car on ne peut pas s'adresser au monde entier, puisque là, on va s'adresser au monde entier. C'est un projet national et européen, si j'ai bien compris, et on va demander au monde entier de venir chez nous. Je rappelle que, et je l'ai rappelé hier, la France reste la première destination touristique du monde, que la ville de Paris est la ville la plus visitée au monde, mais qu'en termes de perception, c'est ce que vous disiez également, on n'est pas forcément les meilleurs, on est plutôt les moins bons. Aujourd'hui, lorsque vous atterrissez dans ce très bel aéroport qui s'appelle Roissy-Charles de Gaulle, qui est en passe de devenir le premier aéroport, la première plateforme aéroportuaire européenne, dans quelques années dépassera Londres-Heathrow, vous n'avez aujourd'hui aucun moyen de communication directe, de liaison directe entre votre aéroport et la ville des Lumières. Vous prenez soit le RER B avec un arrêt à Sevran-Bedotte, ou soit vous prenez l'autoroute 1 qui est saturée au Bourget. Et donc là, je pense qu'il y a un effort colossal à faire en matière de transport et de mobilité si on veut recevoir 70, 80, 100 millions de visiteurs. Je rappelle que 1900, 50 millions de visiteurs en France, il n'y avait pas de satellite, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de Twitter. En 1900. En 2010, Shanghai, les nouvelles technologies, 70 millions. Je trouve que l'écart est maigre. Entre 1900 et 2010, 20 millions. Vous imaginez ce qu'on est capable de faire aujourd'hui si on met ce projet en harmonie de façon intelligente. C'est plus de 100 millions de passagers, de visiteurs qu'on peut recevoir à Paris. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment que nous fassions des efforts en matière de mobilité. Le projet du Grand Paris, il est extraordinaire puisqu'il va être concomitant avec l'exposition universelle, de la même manière qu'en 1900, vous avez eu l'Expo et le métropolitain parisien. Donc, il faut vraiment saisir cette opportunité. Alors, effectivement, j'ai trouvé sympa le décor du RER-C. Je crois qu'il faut qu'on fasse la même chose pour transporter les gens et les faire rêver. En définitive, il faut faire rêver. On ne rêve plus. Il faut faire rêver. Et le dernier conseil que je vous donne, après je vais arrêter, je vais passer la parole à mon collègue, vous avez parlé de communication et trouver de nouveaux axes de communication. Ça, c'est très intéressant. Et notamment le côté olfactif. Et pour avoir travaillé dans un temps antérieur dans ces métiers, il y a aussi un aspect qu'on pourrait développer, c'est les parfums. Les meilleurs parfumeurs du monde, ils sont à Paris. Les meilleurs parfums du monde, c'est à Paris, c'est en France. Et donc, je crois qu'il faut qu'on saisisse cette opportunité, effectivement. Vous avez raison à travers l'olfactivité, mais vous avez aussi sur le support papier la possibilité de mettre des microcapsules, d'accord, dans des revues qui pourraient aller dans le monde entier, où à l'intérieur, en grattant, vous auriez le parfum de l'exposition universelle. Et là, on serait des winners. Voilà. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir.
Moi, j'ai été vraiment ravi de vous entendre parce que souvent, on se dit, nos jeunes, etc., ils sont plutôt tendance à partir à l'étranger, ils sont découragés en France. Ben là, je vois que c'est le contraire. Vous avez envie de vous battre pour la France et ça, c'est le plus grand bonheur pour moi. Une réaction ? Beaucoup de réactions, mais merci pour votre commentaire en tout cas. Moi, je vais réagir pour les transports parce que c'est effectivement un point particulièrement crucial. Comme vous le faites si bien remarquer, il va falloir développer les moyens de mobilité de façon importante. Nous ne nous sommes pas trop attardés sur l'aspect quantitatif de ce développement, c'est-à-dire augmenter le nombre de lignes, augmenter la capacité, etc. Ça n'a pas été notre réflexion vraiment. Je pense que si vous vouliez vraiment mener ce genre de réflexion en profondeur, vous vous adresseriez plutôt à des gens comme KPMG ou des gens spécialisés. Nous, nous sommes intéressés à la piste développer les transports d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire changer un peu la nature des transports. En prenant l'exemple du RER-C, qui est effectivement un exemple très intéressant, et en le poussant, en le développant cet exemple, pour faire véritablement des transports un moment agréable, un moment plaisant, parce que les transports, c'est quand même un moment où on passe beaucoup de... C'est un long moment dans la journée. C'est vraiment le matin, le soir, etc. Donc il faut repenser les transports pour en faire un moment qui n'est pas simplement un déplacement, mais aussi une source de plaisir, une source de contact avec les autres, notamment dans une exposition universelle où les gens seront amenés à être en contact avec d'autres cultures, etc. Merci beaucoup pour vos remarques. Je pense qu'il y a un point important sur lequel je vais revenir. Vous avez cité la Tour Eiffel, le patrimoine, le cognac, les parfums et tout ça. Et tout ça fait partie de l'image traditionnelle de la France, qui est une base sur laquelle nous devons construire. Mais il faut aussi, je crois, changer un peu notre dialectique, la manière dont nous parlons de Paris et dont nous parlons de la France à l'étranger, de mettre en avant d'autres atouts. Parce que l'une des raisons, d'après ma recherche, que la France a perdu beaucoup de ses précédentes candidatures à d'autres événements, c'est parce que la France avait trop misé sur cette carte un peu... oui, sépia, 1930, la photo qui était à l'écran tout à l'heure, antique, mais romantique, qui a son charme, qui a beaucoup de charme, mais qui n'est pas suffisante quand vous organisez une exposition universelle. Voilà, il faut charger d'autres terrains dans lesquels qu'on peut ajouter à l'imaginaire collectif international quand on pense à Paris. Une petite remarque sur le côté olfactif, parce que nous pensons comme vous que c'est une vraie révolution au niveau de la communication à distance. Et du coup, on est parti justement de cette idée de la microcapsule en se disant qu'en 2025, l'outil de communication, ce ne sera plus la revue, mais la tablette, etc. Au niveau, ce sera ça qui sera le plus diffusé. D'où l'idée de transmettre l'odeur par des mécanismes qui s'ajoutent directement sur les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, etc. Donc c'est utiliser la technologie pour cette idée-là. Oui, bon, je suis un peu décalé par rapport à la première remarque que je voulais faire. Vous avez conclu sur la morosité ambiante en France. Bon, en vous écoutant, ça donne beaucoup d'optimisme pour la suite. Bon, en 2025, vous aurez 8 ans de plus et vous serez en situation de faire des choses de manière très concrète. Et j'espère que vous prendrez une part active à l'Expo universelle à Paris et en France. Sur la question des transports, vous avez évoqué KPMG, les spécialistes. Surtout pas dans la phase où on est. Parce que si vous voulez formater les choses, si vous voulez tuer toute forme d'innovation par les usages, vous donnez à des spécialistes qui vont parler technologie, qui vont parler ratio financier, et surtout pas imaginer ce que pourraient être les transports de demain. C'est dans 8 ans l'Expo universelle. Twitter, il y a 8 ans, commençait à peine à naître. Et donc, il faut intégrer ça. Peut-être qu'il y aura... 11 ans. Oui, donc il y a 8 ans, Twitter démarrait à peine. Et donc, on ne sait pas ce que sera 2025 en réalité. Il y aura peut-être des révolutions à partir de nouveaux usages et la technologie permettra à peu près tous les usages. Mais ça ne sera pas le problème de la technologie. Ça sera de
de ces formes d'innovation par les usages. Et je pense, et vous avez eu raison de le rappeler, qu'il faut sortir des clichés traditionnels de la France, parce que sinon on retombe dans la baguette et le béret basque. Enfin, c'est un peu ça. Alors, il ne faut pas nier ce qui fait la force de la France et de Paris et la nostalgie qui est attachée, le fait que on est un pays qui est attractif pour les extérieurs. En même temps, il faut parler des futurs et ce qui fait la force de notre pays. Dans tous nos territoires, y compris dans ceux qui apparaissent comme les plus déshérités, il y a une force d'innovation, il y a la volonté de créer, et je crois que c'est ça qu'il faut montrer au reste du monde. Parce que on est extrêmement bricoleur, on se dit rationnel, en fait, on est beaucoup moins qu'on l'imagine. Notre côté cartésien, heureusement, on l'oublie souvent, et c'est ce qui permet, avec des bricolages, d'inventer des choses absolument extraordinaires et de lutter contre certaines formes de pesanteur. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Français sont aussi appréciés à l'étranger. Et notre système de formation est quand même très apprécié des autres. Il est très décrié en France, mais il est très apprécié par les autres. Et donc, à l'évidence, vous voyagez dans le monde et votre vision est intéressante. Ça, c'est aussi intéressant de rapporter ce que vous avez vu et comment les autres nous voient. Donc, il faut sortir d'une France arrogante et qui a des leçons à donner. En même temps, il faut rappeler ce que sont nos fondamentaux, parce que la France a un rôle particulier dans le monde. Et donc, aussi bien sur le système des valeurs que sur tout ce qui a été inventé, parce que quand même toutes les grandes inventions qui touchent, qu'on connaît sur la planète, elles ont été quand même un peu initiées ici. Après, on en avait perdu l'usage commercial, parce qu'on n'est pas très bon de ce point de vue-là, mais quand même, il y a un certain nombre de choses. Je ne parlerai pas, par exemple, du jeu vidéo, qui a été inventé ici, et on n'a pas trouvé le moyen d'exploiter, enfin, en tout cas pas assez. Et quand je dis qu'il faut sortir des clichés et des ornières, parler de mode et de luxe, moi, ça ne me plaît pas. Je préfère qu'on parle d'industrie créative, de design culinaire. Il y a des tas de choses qui se font là-dessus. Et c'est une manière de parler moderne sur ce qui constitue tradition. Donc il y a un chemin à trouver, parce qu'entre Shanghai, qui était une démonstration de force des Chinois, qui voulait faire montrer au reste du monde que c'était une grande puissance, et puis Milan, qui va être très minimaliste, pour des raisons budgétaires évidentes. Je pense qu'il y a un chemin. Le fait d'être multisite, c'est extrêmement intéressant. Le lien avec les autres pays d'Europe et le reste de la France est essentiel, parce que le jacobinisme et le centralisme est quand même contesté dans notre pays. Enfin, en tout cas, moi, je le conteste. Plus je viens à Paris, plus je suis décentralisateur. Et je ne dis pas fédéraliste, mais décentralisateur. Et donc, je crois que cette vision-là, elle n'est pas facile à mettre en œuvre, parce que les transports, les problèmes qui se posent, mais c'est bien l'expo universelle de toute la France et pas seulement du centre de Paris. Juste une question, parce que je ne veux pas relayer l'arrogance française, mais je pense qu'une élection, on sort trop d'élections. Une exposition universelle à Paris, c'est bien pour montrer qu'on est le centre du monde à ce moment-là. Et donc la question, vous parliez tout à l'heure en France, dans le Grand Paris, en France, en Europe, dans le monde, et peut-être même dans l'espace. Or, la dimension, elle est peut-être encore un peu à creuser. Moi, j'ai une idée sur laquelle j'essaye de travailler un peu, mais je voudrais, comme ça, de brut, vous la soumettre. Parce que, est-ce que l'exposition universelle, d'abord, je pense qu'il faut qu'elle laisse quelque chose, l'exposition universelle, derrière. Et on pourrait se poser la question, généralement, on laisse une bonne ou une mauvaise image, mais ça s'oublie petit à petit. Il y a des livres, quand on va au Puce, on trouve des livres qui relatent les précédents de l'exposition universelle. Ça laisse quelques bâtiments. Mais c'est de l'architecture, et en même temps, c'est vrai que c'est beau, mais l'usage... Et est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question de savoir si l'exposition de 2025, elle ne doit pas laisser autre chose, elle ne doit pas laisser une technologie nouvelle, elle ne doit pas laisser quelque chose, un type d'équipement totalement nouveau dans les industries créatives? Est-ce qu'on ne doit pas tout mettre en œuvre pour qu'à ce moment-là, quelque chose de nouveau se passe? Et moi, j'essaye de réfléchir à l'idée, par exemple, que dans cette exposition universelle, il puisse y avoir, alors je dis cube, c'est pour renouveler le concept de la géode, mais 6 ou 7 cubes qui soient dans ce grand Paris, et quand on entre à l'intérieur de ces cubes, avec les nouvelles technologies, en tout cas celles qui existeront en 2025, on puisse aller partout dans le monde, même dans l'espace.
et qu'on puisse, en rentrant dans ces lieux, et les garder ensuite comme des lieux de culture, comme des lieux de partage, mais rentrer dans ces lieux et avec les dernières technologies totalement virtuelles, être totalement immergé dans un autre monde à partir de Paris. C'est-à-dire que l'exposition universelle, à partir de là, puisse permettre d'aller absolument partout dans le monde pour tous ceux qui sont ici, et ensuite donner lieu peut-être avec ces éléments-là à des nouvelles... Alors, ça existe déjà dans des petits trucs, et avec des technologies qui sont aujourd'hui quand même... mais je pense que les progrès que l'on peut faire dans quelques années peuvent en même temps donner pour nous, même si ça sera réalisé à l'échelle d'un laboratoire auparavant ou d'une fête foraine, mais quelque chose qui pourrait être un concept. Parce que comment vous voyez, c'est peut-être là où vous manquiez de temps, quand vous avez parlé d'ouverture sur le monde et même sur l'espace, ça correspondait à quoi dans votre projet? Ou est-ce que ça reste encore à préciser? Alors, là-dessus, forcément, quand on parle d'espace, on était un peu parti dans l'espace, au niveau de nos idées. On avait pensé notamment à avoir, par exemple, sur le plateau de Saclay, une rampe de lancement, soit une rampe de lancement réelle, soit avoir une reproduction holographique d'une base d'un lancement à Kourou, donc, mais en taille réelle. Vous pourriez assister à un lancement de fusée Ariane, ce sera Ariane 7 ou 8, ou au Bourget. Ouais. Donc voilà, c'est ce genre de... C'est soit ça, soit on le voit aujourd'hui, la technologie nous pousse aussi à amener des caméras de plus en plus petites dans des endroits de plus en plus absurdes et à nous permettre de voir des choses dans des endroits où nous n'étions jamais allés, où nous ne pourrons jamais rêver aller. Et donc pourquoi pas imaginer d'avoir les GoPro, là, les petites caméras, les choses qui partiraient dans l'espace, on pourrait voir en live ce que voit la fusée, on est parti sur des choses comme ça. Mais bon, c'était pas tout à fait assez sérieux. Moi, je retiens deux choses de votre intervention. D'abord, l'idée que les gens viendraient à Paris pour voyager à partir de Paris, voyager de façon virtuelle. C'est tout à fait faisable. Nous sommes en train de développer tout un tas de technologies qui permettent ce genre d'expérience, hologrammes, réalité virtuelle, etc., etc. Et c'est une bonne idée parce que les gens viennent déjà en masse à Paris, comme le faisait remarquer votre collègue, c'est la ville la plus visitée du monde, donc ils viennent déjà à Paris, et pour eux, d'avoir la possibilité de voyager à partir de ce point de chute-là, ça me paraît être une idée très intéressante. Et deuxième idée que je retiens, et que vous avez commencé par cette idée, c'est que l'exposition ne serait pas juste l'occasion d'exposer des technologies, mais aussi l'occasion de travailler sur les technologies et sur le progrès. C'est-à-dire pas seulement une vitrine, mais vraiment un atelier. Et c'est un peu une philosophie que nous avons intégrée dans notre travail, parce que nous voulons véritablement mettre en relation les énergies de différents pays et les mettre en relation dans des endroits. C'est pour ça qu'on est parti pour une approche multisite, c'est-à-dire que dans chacun des sites, les pays qui sont intéressés, ou les nations ou les acteurs non étatiques qui travaillent sur chacun des thèmes peuvent véritablement se mettre en contact les uns avec les autres, et cela crée une sorte d'émulation dans laquelle chaque participant apporte sa pierre à l'édifice pour pouvoir construire quelque chose, travailler sur des nouvelles technologies, etc., etc. Ça me paraît très intéressant. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation et les réponses à ces questions, et bravo à vous et à toute l'équipe. Voilà, maintenant on va vivre une autre expérience avec un angle différent, que l'Institut Michel Serres, qui nous embarque dans un thème et un parti pris très différent. Qu'est-ce qu'une exposition universelle au XXIe siècle? En réalité, une exposition universelle en 2025 au XXIe siècle, c'est d'abord un thème. C'est le thème qui fait l'identité première aujourd'hui d'une exposition universelle. Et donc, pour qu'une exposition universelle soit réussie et d'abord attractive, il faut qu'elle ait un thème fort. Un thème fort, c'est-à-dire d'abord un thème fédérateur,
un thème rassembleur, un thème qui nous touche tous, au-delà de nos différences de culture, de nos différences de génération, de nos différences de langue. Un thème fort, c'est-à-dire aussi un thème qui soit la promesse pour le visiteur d'une véritable expérience immersive. Pas seulement d'une simple expérience visuelle, esthétique, ou d'une rencontre intellectuelle autour d'un sujet, ce que Internet aujourd'hui permettrait facilement, mais une véritable expérience immersive, sensitive et sociale. Et un thème fort, enfin, c'est un thème qui peut parler d'avenir, un thème innovant. Un thème doit pouvoir parler du passé de l'humanité, de son héritage, du présent de l'humanité, de son actualité, mais surtout, il doit pouvoir parler de son avenir et pouvoir dessiner un avenir meilleur. Et c'est pourquoi j'ai l'honneur de vous présenter notre thème. Le génie du corps. Le génie du corps. Quoi de plus universel, en effet, que le corps? Tous les êtres humains sur la planète ont un corps. Tous les êtres humains sont un corps. Et c'est donc le corps quelque chose qui nous rassemble tous. Et en même temps, chacun a un corps unique. Chacun a un corps qui lui est propre. Et donc la force de ce thème, le génie du corps, c'est d'abord d'être universel et personnel, de s'adresser au monde et de s'adresser à l'individu. Mais l'autre force de ce thème, c'est son incroyable, son inégalable richesse. Ne serait-ce que pour le nombre des potentialités, des capacités que notre corps nous offre. C'est par notre corps que nous pouvons manger, boire, nous déplacer, danser, donner la vie, percevoir, communiquer, imaginer, nous projeter, nous relaxer. Bref, c'est par notre corps que nous vivons le monde. C'est par notre corps que nous vivons le monde, et donc, avant tout, c'est par notre corps que nous vivons notre environnement naturel et social. Et donc, l'autre grande force de ce thème, le génie du corps, c'est de pouvoir aborder les grands défis du XXIe siècle avec un regard un peu différent, un point de vue nouveau, celui du corps. Grands défis tels que notre rapport à l'environnement ou notre rapport au vivre ensemble. Car parler du corps, faire l'expérience du corps, c'est nécessairement faire l'expérience de notre rapport à l'environnement. C'est prendre conscience que notre santé est forcément liée à la santé de notre milieu, de notre planète. Mais faire l'expérience de notre corps, c'est aussi faire l'expérience de notre propre différence. De notre propre différence et de la différence des autres. Et c'est donc, parler du corps, une manière de parler également du vivre ensemble, de comment vivre, de comment partager un espace qui soit adapté à tous, quelles que soient ces différences. Et enfin, et surtout, le génie du corps est un thème d'avenir. Car, en réalité, l'essentiel concernant le corps reste encore à découvrir. Le corps demeure pour nous un mystère qui pose beaucoup de questions sur comment fonctionne-t-il vraiment, quelles sont ses réelles limites, jusqu'où peut-il aller, se transformer, se réinventer. Et donc, à ce propos, la célèbre formule de Spinoza « Nul ne sait ce que peut le corps » est, au XXIe siècle, plus que jamais d'actualité. Et c'est cette idée que vont vous exprimer avec leur propre perspective deux des personnalités que nous avons rencontrées pour ce projet, qui sont donc Alain Berthoz, professeur au Collège de France, et Georges Amar, prospectiviste de la mobilité. Aujourd'hui, effectivement, et demain, dans une perspective à 20 ans, à 50 ans, il faut, et c'est ça le grand défi, il faut retrouver dans tous ces domaines scientifiques, sociétaux, de la santé, des relations avec la nature, il faut refonder non pas seulement une théorie, mais des savoir-faire dans les domaines de l'environnement, de la technologie, qui réintègrent le sujet, le corps en acte, dans la vie sociale et dans la technologie.
C'est un grand défi. Le corps est en train de changer. C'est ça que j'entends dans Génie du corps. Le corps est en train de changer. À la fois, aussi bien notre connaissance du corps apporte des connaissances nouvelles, nos moyens d'action sur le corps et dans le corps, des choses nouvelles, et d'autre part, le corps est en train de devenir l'instrument fondamental. Alors que dans l'histoire humaine, on a toujours l'impression que l'instrument, c'est ce qui supplée aux limites du corps. Alors, un projet innovant. L'objectif de notre dossier, c'était d'inventer un nouveau concept d'exposition universelle. Pourquoi un nouveau concept? Parce que la France a cette légitimité historique et conceptuelle. C'est la France qui a inventé les concepts d'exposition universelle, et c'est la France qui héberge en son sein le siège du Bureau international des expositions universelles. Nous avons donc construit notre dossier autour de 3 thématiques fortes qui sont chronologiques. Vous avez un avant-exposition universelle, qui consiste en la préparation en amont de 2025 de ce gigantesque événement par toutes les nations. Vous avez le pendant exposition universelle, donc là qui recoupe l'expérience du visiteur, placé dans une démarche très active, et l'après exposition universelle, donc là qui marque les logiques de pérennité spatiale et temporelle. Donc l'avant exposition universelle. Nous l'avons construit autour d'une logique de co-construction. Il s'agit ici de mobiliser les nations. Nous sommes partis du constat que les sociétés avaient évolué depuis le 19e et l'invention des expositions universelles, et que nous sommes maintenant dans des sociétés qui sont à la fois multiculturelles et aussi hyper connectées. Nous avons donc voulu accélérer ces dynamiques de relations internationales en jouant sur les interactions entre les nations. La France invite donc le monde à s'exposer. Ce n'est plus la France qui s'expose, mais la France qui invite les autres pays à mettre en avant ce qu'ils ont dans leurs patrimoines nationaux. L'idée derrière cela, c'est de supprimer l'existence des pavillons nationaux, qui mettent en avant de façon atomisée, en réalité, les fleurons industriels ou culturels de chaque nation, mais de jouer sur des processus de collaboration pour mettre en œuvre des projets innovants en 2025. Voilà, donc l'idée, c'est la collaboration active. Nous voulons placer tous les participants de l'exposition universelle dans une démarche active. Tous les participants, ce sont d'un côté les visiteurs, qui vont être amenés à être acteurs de leur propre parcours, et de l'autre, les nations. Le principe de collaboration active, c'est de les faire travailler main dans la main en amont de 2025 sur des projets qu'elles vont créer ensemble et présenter dans la tenue de ce grand événement. Un premier exemple de co-création, ce serait dans le domaine des arts et spectacles, la construction d'un gigantesque son et lumière dans le parc omnisport de Bercy, qui serait issu d'une proposition de pyrotechniciens grecs qui vont participer à ce son et lumière en travaillant avec, pour la Russie, le Bolchoï, et puis un producteur de Bollywood qui s'occuperait de la mise en scène. De cette façon, vous avez les nations qui vont être amenées à porter un nouveau regard sur les compétences qu'elles ont chacune en leur sein et sur les identités qu'elles veulent mettre en avant. Ça va du coup donner lieu à la création d'œuvres inédites qui seront promues uniquement pour l'exposition universelle. Un autre exemple de co-création dans le domaine médical, ce serait la création, à l'initiative de Médecins sans frontières, d'un humanoïde à destination médicale qui les aiderait à intervenir en cas de catastrophe naturelle, comme par exemple au Bangladesh quand les usines de textiles se sont effondrées, et qui vont être amenés du coup à travailler avec des entreprises japonaises de robotique. Donc de cette façon, les entreprises, les ONG, les organisations internationales sont représentées et peuvent créer des synergies pour répondre à des besoins particuliers. L'idée aussi derrière cela, c'est de rapprocher les peuples. Vous avez des populations qui sont très éloignées géographiquement, mais qui vont se retrouver autour de défis communs. Nous voulons donc créer et amener des solutions innovantes qui seront présentées en 2025 pour cette exposition universelle. Le thème est très large. Le thème du génie du corps englobe énormément de problématiques et de défis à relever. On a aujourd'hui 168 États membres au BIE, ce qui représente autant de façons de s'approprier le thème du génie du corps humain. Et nous voulons amener les nations à travailler ensemble pour préparer cela. Nous avons donc préparé une petite vidéo qui va vous expliquer la façon dont s'insèrent les nations dans ce processus de collaboration autour du thème. Et oui, pardon, juste avant, donc ce produit de 2025 sera la présentation de tous ces projets innovants qui seront créés pour l'occasion et qui vont créer une mosaïque de projets et une œuvre qui va représenter non plus une simple exposition, mais un produit universel mis en place pour l'occasion. 6 sous-thèmes mettent en évidence la manière dont notre corps interagit avec le monde. Culture et divertissement pour notre corps qui crée, artisanat et savoir-faire
pour notre corps qui fabrique, environnement pour notre corps dans la nature, science et santé pour notre corps soigné et étudié, nouvelles technologies pour notre corps augmenté, ville et société pour notre corps en communauté. Ces 6 sous-thèmes seront préparés en amont au sein de 6 ExpoFace. Les ExpoFace, donc. Ce sont des interfaces qui vont permettre la construction en amont de 2025 de tous ces projets. Donc, concrètement, ce sont des laboratoires de projets itinérants qui vont rayonner à travers le monde et qui ont 2 utilités. La première, c'est de communiquer autour de la tenue de l'exposition universelle en France en 2025 et aussi de communiquer autour du sous-thème, donc culture et divertissement, santé, environnement, qu'elles représentent. Elles vont constituer des lieux de visite en soi pour le monde diplomatique, pour le monde de la recherche, pour le corps médical, pour les dirigeants d'entreprise, pour le monde du spectacle, etc. Et elles vont aussi agir comme des laboratoires de projets, c'est-à-dire qu'elles vont rayonner à travers le monde et proposer aux nations de s'inscrire et de proposer eux-mêmes des projets. Donc elles vont partir de France en amont de 2025, quelques années avant, et rayonner. Et là, elles vont demander aux nations de créer des partenariats économiques qui vont être, comme vous l'avez compris dans les exemples, à la fois multinationaux et aussi pluridisciplinaires. Et elles vont demander aux nations de prendre une prise de participation horizontale. C'est plus simplement un État, un gouvernement qui s'engage à participer en achetant un pavillon national en 2025, mais ce sont l'ensemble des acteurs économiques concernés par le thème du génie du corps, l'ensemble des secteurs d'activité concernés par ce thème-là, qui vont être des forces de proposition et qui vont amener leurs projets à développer en 2025. Donc toutes ces ExpoFace vont rayonner. Vous voyez les 6 sous-thèmes représentés ici. Et ici, nous jouons sur les nations qui vont agir comme des leviers pour notre exposition universelle, en étant donc des accélérateurs de mondialisation et qui vont proposer tous ces projets. L'avantage pour les nations dans ce schéma, c'est qu'elles sont très libres. Elles peuvent choisir de participer en fonction de leurs intérêts, de leurs compétences propres et aussi des capacités financières qu'elles ont. Elles pourront donc moduler leur participation dans chacun des 6 sous-thèmes en fonction de tous ces paramètres. Et enfin, les ExpoFace vont revenir en France. Et ici, tous ces projets vont être matérialisés sur le territoire français. Et la France va amener le monde à venir rêver chez elle pour découvrir toutes ces solutions innovantes. Ce sera donc le produit de 2025, qui sera plus une exposition passive, mais très active, très proactive pour relever les défis après 2025. Et tous ces produits seront présentés sur l'ensemble du territoire français, c'est-à-dire à la fois dans le Grand Paris, mais aussi dans l'ensemble du territoire français, donc en comprenant les régions. Alors, quelle serait la matérialisation de cette exposition sur le territoire français? La candidature de ce projet est soutenue par Paris, bien sûr, mais doit mobiliser tout le territoire français. Je vous propose de voir dans un premier temps les sites du Grand Paris. Notre projet s'inscrit sur l'ensemble du territoire français. Sur le territoire du Grand Paris, 6 pôles investissent des zones en développement situées sur la Petite Couronne, le long de la Rocade et de la future ligne 15 du Grand Paris Express. Après ce tour d'horizon de l'exposition, l'idée est de remettre l'homme au centre du propos, mais surtout au centre de Paris. Après avoir exploré les pôles thématiques associés au contrat de développement territorial du Grand Paris, le parcours proposé réinvestit la ville grâce à la coulée verte et mène le visiteur en son centre, au Trocadéro et plus précisément au Musée de l'Homme. À Paris, c'est une expérience interactive qui sera proposée au plus grand nombre, mais les visiteurs seront invités à venir partager dans toutes nos régions une expérience plus intime, plus extrême et surtout plus immersive, comme je vous le dévoilerai un peu plus tard. Chacune de nos grandes métropoles accueillera une ou plusieurs nations participantes afin que celles-ci puissent prendre possession du territoire français et proposer un sujet et un projet plus libres sur le thème du génie du corps. Tous les sites régionaux de l'exposition seront reliés entre eux sans hiérarchie et constitueront un réseau de mobilité qui s'inscrira dans toutes les villes et dans toute la France. Aussi, ce projet est l'occasion pour nous de nous inscrire dans des dynamiques de développement déjà lancées, comme par exemple l'extension du réseau SNCF et la mise en place par la RATP des futures lignes 15 et 16 du Grand Paris Express. Cette nouvelle mobilité, au-delà d'être un simple trajet, se veut aussi être une expérience immersive. La mobilité des visiteurs ne se pense pas seulement en termes de géographie. C'est un voyage temporel, fictionnel que nous lui proposons.
au-delà d'un simple trajet, c'est une expérience à part entière dans l'exposition. Ainsi, chaque train, chaque avion, chaque gare sera équipé et permettra aux usagers de vivre une transition extraordinaire entre leur réalité et l'immersion proposée dans chaque grande ville participante. Voyons maintenant un exemple de parcours dans cette exposition universelle, et pour cela, lumière sur l'acteur principal de notre projet, le visiteur, ou plutôt l'expérienceur. Je dis expérienceur à dessein, car au-delà d'une simple expérimentation, dans laquelle les visiteurs adopteraient une posture plutôt passive d'observateur, nous souhaitons leur proposer une réelle expérientiation, afin que tous adoptent une posture dynamique et deviennent acteurs de ce projet. Imaginons qu'en tant que visiteur, je choisisse d'entrer dans l'exposition par Marseille. Ce choix n'est absolument pas obligatoire, puisque toutes les villes partenaires de l'exposition constitueront des pôles d'accueil. Mais je choisis Marseille pour 2 raisons. La première, évidente, parce que c'est la plus belle ville du monde, pour tous ceux qui y sont nés. La seconde, principale, parce que pendant les 6 mois de l'exposition, Marseille n'est plus Marseille, mais une ville sous-marine, où je vais pouvoir confronter mon corps à l'élément aquatique, notamment au sein de ce dispositif immersif créé pour l'occasion. Dès mon entrée dans l'exposition, j'échange mon billet contre le Biopass. Le Biopass, c'est un petit carnet de santé numérique que je complète tout au long de ma visite et qui me permet de mesurer mes performances et mes réactions lors des activités. Je continue ma visite à Paris. Je découvre les sites du Grand Paris, après un voyage à bord d'un train très spécial où mon trajet s'est fait fiction. Dans chacun des 6 pôles, des projets élaborés par les nations participantes au moment des ExpoFace seront présentés dans les structures préexistantes. À cela s'ajoutent des monuments symboliques entièrement nouveaux qui s'insèrent dans le tissu urbain des contrats de développement territorial pour proposer aux visiteurs d'expériencer les 6 thèmes présentés. Par exemple, je me dirige vers le pôle culture et divertissement au nord de Paris, entre La Défense et Saint-Denis, situé sur le contrat de développement territorial de pleine commune. J'y découvre un territoire des arts offert aux nations qui peuvent investir à leur guise la Cité du cinéma, l'Académie Fratellini ou encore le 6B, lieu de création en Seine-Saint-Denis. Je pénètre dans le Corplexe, monument symbolique de ce pôle, à mi-chemin entre le parc d'attractions et le cirque. J'explore bien d'autres choses encore dans les sites parisiens de l'exposition et je termine ma visite à Toulouse, en apesanteur. Dans cette ville transformée en station spatiale, je visite ou revisite la Cité de l'Espace, mobilisée et augmentée pour l'occasion. Et si je l'ose, je m'enferme dans une capsule proposant une simulation de voyage dans l'espace. Ma visite de l'exposition universelle de 2025 est maintenant terminée, mais avant de rentrer chez moi, je vais pouvoir récupérer ma propre mémoire de l'exposition. Je vais pouvoir emmener une collection de dessins, photos, vidéos, réalisées par les autres visiteurs lorsque j'étais moi-même en train de participer aux activités, lorsque j'étais moi-même un petit bout de cette exposition, c'est-à-dire un expositionnaire. Et ce souvenir sera une preuve pour raconter cette aventure à mes proches et surtout une preuve pour moi, dans les années futures, pour me rappeler qu'à cet événement historique qu'était l'exposition universelle de Paris et de la France en 2025, moi aussi, j'y étais. Alors, après avoir fait donc, le point sur l'avant-exposition et la collaboration des nations et le pendant-exposition avec l'expérience du visiteur, je vous propose de faire le point sur l'après, sur les empreintes que pourrait laisser une telle exposition universelle en 2025. Alors, tout d'abord, les empreintes matérielles. Dans le Grand Paris, les 6 pôles, construits pour l'occasion, en amont, sont appelés à être pérennes, c'est-à-dire ce n'est pas une déconstruction, mais une véritable construction du Grand Paris. Donc ces 6 pôles s'inscrivent dans les contrats de développement territorial et sont appelés à développer l'identité locale de chaque zone du Grand Paris. Donc dans ces 6 pôles, on retrouve donc d'une part les collaborations internationales qui seront nouées pour l'occasion et qui sont amenées à s'inscrire dans la durée, dans le territoire, et d'autre part les 6 monuments symboliques qui sont amenés à devenir, comme leur nom l'indique, des symboles non seulement de cette exposition universelle de 2025, mais aussi plus largement du Grand Paris de demain.
et permettre de développer un tourisme lié non pas juste à l'expérience esthétique, mais à l'expérience immersive, à l'expérience interactive. Alors, en revanche, en ce qui concerne les musées et les lieux culturels, donc que ce soit le musée de l'Homme au centre de Paris ou plus généralement les musées français dans l'ensemble du territoire, ils sont amenés à reprendre leur fonctionnement habituel à la fin de l'exposition universelle, de sorte que la transformation de ces musées, de ces lieux culturels, sera éphémère et donc véritablement exceptionnelle pendant les 6 mois de l'exposition universelle. En ce qui concerne les régions, les dispositifs immersifs, dont on vous a présenté 2 exemples, Marseille et Toulouse, sont amenés ici à développer l'identité locale des régions, des grandes métropoles. Donc c'est pourquoi on a pris l'exemple de Marseille, ville de l'eau, pour installer le dispositif de la ville sous-marine. Et de même, ces dispositifs immersifs sont appelés à s'inscrire dans la durée, à devenir de véritables centres d'attraction pour un tourisme alternatif, un tourisme basé sur l'expérience. Enfin, les transports seront développés, modernisés, ce qui permettra de relier le territoire français, d'accompagner le mouvement de décentralisation, mais aussi de relier mieux la France au reste du monde. Alors, en ce qui concerne les empreintes immatérielles, l'héritage immatériel, cet héritage concerne surtout l'image de la France. Car une exposition universelle, c'est une occasion pour la France de redéfinir son image pour elle-même et surtout à l'international. Donc à propos de cette image de la France, 3 mots-clés. Tout d'abord, en organisant un tel événement, la France se montre au monde comme une nation fédérée. Fédérée autour d'un thème, fédérée autour d'un projet, fédérée autour d'un territoire, bref, une nation mobilisée. En organisant une telle exposition universelle, ce sera également une France ouverte qui se montre au reste du monde. Ouverte parce qu'elle invite les autres pays à s'exposer sur son territoire, parce qu'elle invite à nouer des partenariats. Et enfin, surtout, ce sera une France innovante. Innovante d'abord pour le choix du thème, le génie du corps, mais aussi pour le choix du modèle collaboratif d'exposition universelle, et évidemment pour les dispositifs immersifs basés sur l'expérience. Au-delà de la France, organiser une exposition universelle en 2025 sur le génie du corps, c'est l'occasion de participer à la construction d'un monde meilleur. D'un monde où chacun aura davantage conscience du génie de son corps, d'un monde où chacun respectera, aimera davantage son propre corps, d'un monde où chacun aura conscience du lien nécessaire qu'il y a entre notre corps et notre environnement, et donc de la nécessité de respecter notre environnement, et d'un monde, enfin, où chacun acceptera davantage sa propre différence, mais aussi la différence des autres. Et donc c'est un projet ambitieux, mais nous sommes convaincus que la France et que le monde peuvent être à la hauteur de cette ambition. Voilà, donc nous sommes 3 aujourd'hui à vous présenter le projet, mais donc au nom des 12 étudiants qui ont participé, je vous remercie. Très bien, bah merci pour cette présentation, pour ce parti pris. C'est assez courageux d'être rentré dans un thème. Effectivement, une expo, c'est un thème précis, c'est un thème qui se décline. Je crois que vous le montrez, vous arrivez à le décliner dans la configuration d'une fête, dans la configuration des territoires, des villes, des mobilités. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on a une bonne illustration de ce que pourrait préfigurer une candidature et un parti pris très universel comme celui que vous avez proposé. Voilà. Merci, Monsieur Frontin. Je me permets de vous couper, car si vous vous souvenez bien,
Lors de la première présentation du 23, nous avions fini notre présentation par un petit cadeau, un petit bonus que nous vous proposons de visionner maintenant avant les questions. Très bien. Le corps est à réinventer. Le corps est en train de se transformer. Le corps est en train de devenir l'instrument fondamental. Il n'y a pas de corps. Le corps n'est pas une donnée. Il n'y a pas de corps donné. Le corps n'est pas donné. Il faudrait voir le corps comme étant un enjeu du futur. Pour refonder, non pas seulement une théorie, mais un savoir-faire dans les domaines de l'environnement, de la technologie, qui réintègre le sujet, le corps en acte, dans la vie sociale et dans la technologie. C'est un grand défi. Le corps n'a pas fondamentalement changé, il est en dessous, là encore, on est toujours sur les mêmes règles. Ce qui a changé, c'est l'environnement du corps. Et ce qui a le plus permis le développement de nos capacités, c'est justement cet environnement qui est favorable que nous sommes construits. On a peur du corps, on a peur du corps. Quoi qu'il arrive, il y a vraiment un tabou par rapport au corps. Ce thème du corps doit être effectivement pris dans ses dimensions, pas seulement biologiques, mais aussi culturelles, sociétales. Et il y a là bien un défi universel, car les relations entre le corps et le monde est très différent suivant les cultures. Parce que ça rapproche déjà tout le monde entier. C'est vrai que même si on n'a pas la même façon de s'exprimer, on peut quand même se comprendre énormément à travers le corps, et que c'est quelque chose qu'on oublie vraiment. Mettez-vous là juste par terre ou vous allongez par terre, prenez conscience des parties du corps qui touchent le sol. C'est simplement ça. Sinon, on peut passer aux questions. Bon, bah, écoutez, merci. Voilà, ce bonus qui effectivement matérialise votre thème et cette approche. Voilà, il y a des questions. Catherine. Ou des commentaires. Oui. D'abord, merci pour le travail que vous avez fait. Alors, moi, tout ce qui est scientifique, je suis obligée de m'accrocher. Hein, parce que voilà. Et je trouve que votre petit film à la fin, comment je pourrais dire, humanise un petit peu mieux vos propos. Mais c'est mon approche à moi, hein, je ne suis pas très scientifique. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est qu'en fait, vous avez parfois des connexions avec vos camarades de Sciences Po. Hein, le côté participant, expérienceur, hein, un mot que j'ai appris aujourd'hui. Mais des visiteurs actifs, enfin, vous avez beaucoup appuyé, vous aussi, sur Sciences Po. L'interaction entre les pays et les régions. Je pense que vous n'avez pas travaillé du tout ensemble. Donc c'est une approche, voilà, qui est votre principe de collaboration. Enfin, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de connexions entre vous. Alors, ce que j'ai retenu, qui m'a le plus plu,
c'est l'après, c'est-à-dire ce que vous avez appelé la mémoire, ce qui vous reste après. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment entendu. Et ça, j'ai trouvé ça assez génial parce que, voilà, il y a l'avant, l'après, enfin, le pendant, mais il y a l'après aussi. Et ça, j'ai trouvé que c'était innovant, que c'était... voilà, donc ça m'a... Franchement, c'est comme pour vos camarades, c'est moderne, c'est intelligent, c'est jeune. Et juste une petite critique, là, je trouve que c'est dommage. Enfin, je trouve ça très bien, mais on aurait eu une clé USB, ça aurait été... Vous qui êtes des scientifiques... Voilà, mais j'adore le papier, voilà. Mais ça aurait été une petite clé USB, ça avait le côté scientifique. La filière graphique. Non, mais c'est pas à moi qu'il faut dire ça, mais voilà, c'est juste une petite remarque, juste une toute petite remarque. Mais bravo et merci pour le travail que vous avez fait. Merci, on peut peut-être réagir. Évidemment, nos projets sont assez proches et se complètent. Ça montre aussi la force de cette candidature, c'est que c'est des idées que la jeunesse peut avoir et qu'on est tous prêts à défendre aujourd'hui. Et la deuxième partie de votre remarque, c'était l'après. Et effectivement, pour l'après, on souhaite aussi s'inscrire dans la continuité des expositions universelles du début du XXe siècle, parce qu'à l'époque, il y avait toujours ce système de médailles, et on récompensait, il y avait même un label pour l'exposition universelle, notamment des marques de soda au début du XXe siècle, ou même Louis Vuitton, qui a l'importance qu'il y a aujourd'hui et qu'on connaît. Mais voilà, il y avait, M. Fromentin nous avait témoigné de ce souvenir des médailles qu'on retrouve de génération en génération et qui sont des restes qui deviennent presque affectifs de la participation à un tel événement. Oui, c'est deux approches très différentes. On ne connaît pas exactement vos profils aux uns aux autres. Sciences Po, je vois bien. C'est important de le savoir. Parce que moi, je suis pour le métissage dans les équipes et le pluridisciplinaire dans les approches. Si on va inventer avoir de la véritable innovation, c'est comme ça que désormais ça va se faire. C'est pas seulement les ingénieurs, c'est aussi les sociologues, les artistes qui doivent avoir des approches. Bon, vous avez eu un parti pris très, très ambitieux et le fait de ne plus avoir de pavillons nationaux. Ça, c'est la vision idyllique des choses. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive parce que pour avoir eu à financer un pavillon à Shanghai au titre d'une région, je sais toutes les difficultés qu'il peut y avoir pour les différents pays. Et on voit bien sur Milan toutes les difficultés qu'il y a pour faire entrer les différents pays sur le financement de chacun des pavillons. Donc tout le monde est généreux, mais quand même un peu égoïste. C'est quand même ça la réalité. Et bon, je partage ce point de vue. Il est extrêmement intéressant, mais je ne suis pas sûr qu'au bout du bout, on puisse y arriver. Et donc, c'est très bien que vous portiez ce message, mais bon, qu'est-ce qu'il en est de la réalité? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Alors, déjà sur la première partie, on peut peut-être effectivement présenter un petit peu l'équipe. Donc, on était 12. Donc, il faut que je n'oublie personne, mais il y avait 2 designers, 2 ingénieurs, 2 architectes, enfin étudiants architectes, bien sûr. Aurélie, qui est en histoire de l'art. Chloé, juriste. Qui j'oublie 2 personnes en tourisme. Et moi-même en philosophie, je crois que ça fait 12. Et une personne à l'ESCP, donc en économie. Alors ensuite, sur la deuxième partie, sur le modèle collaboratif, si je me permets, moi, ce qui me paraît étonnant, c'est plutôt la logique des pavillons nationaux. Comment est-ce que des petits pays peuvent trouver leur place dans cette logique des pavillons nationaux? C'est pour moi beaucoup plus étonnant que de dire que des petits pays vont collaborer avec des pays moyens, avec des pays plus grands, pour trouver les solutions à des problèmes qu'ils rencontrent. Et je trouve que les petits pays, si c'est un des problèmes que vous évoquiez, auront plus leur place dans cette forme collaborative que dans une... Les grands pays vont poser problème, comme d'habitude. Les grands pays peuvent aussi être une solution. En fait, là, on est en train de continuer à développer avec une nouvelle équipe le projet qu'on a inventé. Et on a eu 2 idées. La première, c'est qu'effectivement, le visiteur vient
aussi découvrir quel est l'environnement de la Corée du Nord pour pouvoir passer 5 minutes après aux États-Unis. Il a besoin de cet ancrage visuel et culturel. Voilà. Et puis les États ont aussi, eux, envie de mettre en avant leur identité naturelle. Du coup, on s'est dit qu'on pouvait garder cette représentation des nations, mais sous une forme très immatérielle. C'est-à-dire que ça prendrait la forme d'un côté événementiel. On pourrait donner un jour une nation, une parade. Si vous sortiez dans la rue à 19h, tous les jours ou tous les 2 jours, vous avez la parade organisée par une nation différente. Ça permet de mettre en avant voilà, ce que les pays veulent montrer. Ça permet aux visiteurs d'avoir cette expérience. Et en même temps, ça permet voilà, donc à chacun de se rencontrer sur ce point. L'autre idée, c'est qu'on a un processus de participation qui est vraiment très étendu. Ça veut dire que les Expo Phase vont en fait regrouper des appels à projets. Donc on va se faire se rencontrer des investisseurs et des développeurs de projets. Donc en réalité, ce n'est pas une question de nation, c'est une question de financement et de rencontre d'intérêt autour d'un défi à relever. Ça veut dire que vous pourrez avoir un problème d'hygiène publique, de santé publique, de communication visuelle, etc., qui va concerner un pays asiatique, un entrepreneur dans un pays asiatique, et puis que Google aura envie de lancer en finançant. Parce que ça va lui permettre de gagner en visibilité, et puis ça va permettre une grosse synergie en termes de moyens. Donc c'est pas vraiment une question l'architecture des pavillons. Ça peut répondre à un autre appel à projet, à un concours entre architectes internationaux. Mais ce qu'il y aura à l'intérieur, le financement, finalement, il va se faire par sélection naturelle des projets, par une offre, une rencontre de demandes de projets innovants. C'est-à-dire que si un investisseur, si un entrepreneur a un projet qui n'intéresse personne, il ne va pas être promu. Mais s'il rencontre un financeur qui se dit que c'est une idée géniale et que ça peut aussi intéresser quelqu'un d'autre dans son entourage, ça va activer énormément de réseaux professionnels. On peut imaginer d'avoir des conseils à apporter par le visiteur, en amont de l'exposition universelle, par tous les gens qui y sont intéressés. Et donc ça va permettre d'avoir cette offre, cette rencontre de l'offre et de la demande et cette promulgation de solutions complètement innovantes. Il y a un élément qu'on pourrait rajouter sur la question des pavillons, et ça a été au cœur de notre audition d'hier, c'est que les pavillons sont une dérive des expos universelles, et notamment les expos que la France a organisées entre 1855 et 1900 étaient des expos sans pavillon. C'était, on faisait on organisait ça autour des machines, de ces grandes galeries des machines, où on amenait les gens à vivre des expériences sur le progrès incarné par les machines. Et c'est une fois, ça nous a été rappelé encore hier, une fois que finalement on a usé un petit peu ce regard du progrès par les machines, qu'on a dit au pays, venez, puis faites votre pavillon, montrez ce que vous avez envie de montrer. Et ce qui est intéressant dans votre approche, c'est que vous revenez finalement à l'ADN des expos universelles, où on est beaucoup plus dans le progrès qui est partagé et des expériences qui sont vécues autour de progrès, que dans cette énumération de pavillons où chacun montre ce qu'il a envie de montrer. Alors c'est extrêmement exigeant parce qu'effectivement, comme ça vient d'être dit, l'habitude a été prise depuis le début du XXe siècle à ce que finalement chaque pays fait le pavillon un peu comme il veut sur une thématique qu'il respecte plus ou moins. Mais c'est aussi, il n'y a pas d'avenir pour les expos universelles dans ce mode où chacun affirme sa puissance par l'architecture et des grands pavillons. Il faut revenir et le progrès, le XXIe siècle nous offre, vous l'avez montré, Sciences Po l'a montré également tout à l'heure, beaucoup d'angles d'innovation qui peuvent justement nous amener à revenir à l'esprit des expos universelles et à ne pas se mettre dans la foulée de Shanghai, de Milan ou de sans doute Dubaï, qui va être aussi une affaire de grande construction et de grands pavillons. En fait, l'idée, c'est exactement la question qu'on s'était posée. L'idée qu'on avait eue, c'était de se dire que ce soit au 19e, au sein du Palais de l'Industrie, la salle des machines, etc., ou avec le modèle des pavillons nationaux, finalement, concrètement, les nations étaient en concurrence les unes avec les autres. Et elles présentaient leurs produits de façon très atomisée. Au début, parce qu'à l'époque de la révolution industrielle, il y avait moins de communication, et puis après, parce qu'en évoluant, on a donné lieu à des lieux physiquement séparés. On s'est dit qu'on revenait aux sources de ce qu'était une exposition universelle, et que la France avait cette légitimité de se positionner comme un pays innovant sur la scène internationale. C'est une occasion pour nous de redéfinir l'image de la France à l'étranger. Et donc en re-questionnant ce modèle, on s'est dit qu'on pouvait accompagner les dynamiques des relations internationales, qui sont de plus en plus hyper connectées, pour présenter des projets issus de collaboration.
Donc voilà. Moi, je trouve vraiment passionnant le fait qu'on arrive à deux présentations qui sont, en fin de compte, très différentes d'entre elles dans la façon d'aborder les choses, dans la façon de se servir du thème, mais avec des questions de réseau, comme on le disait avec Jean-Christophe tout à l'heure, qui apparaissent absolument dans les deux. Donc, c'est vraiment passionnant. Moi, j'aurais une question. Vous avez le droit à 1 minute de concertation avant d'y répondre, parce qu'elle est posée à chacune des deux équipes. Qu'est-ce que vous prendriez pour améliorer le projet? Qu'est-ce que vous prendriez dans le projet de l'autre en vous disant voilà, ça, tiens, je le prends, je le mets et ça vient renforcer ce que je fais. Et donc la question, je vous la pose. Vous avez le droit à 1 minute, d'autant plus qu'ils vont avoir 2 minutes pour réfléchir de votre côté à ça. Donc C'est laborieux. On a tendance à vraiment élever la technologie avec une quasi-religiosité et on parle des réseaux sociaux, etc. Mais en fait, les réseaux sociaux, ils ont quand même la conséquence, dans certains cas de figure, d'isoler les gens. Parce que les gens se voient moins. On communique par téléphone, par mail, par ordinateur, et on perd un peu ce sens de l'humain. Et je pense que ce qu'on a en commun dans nos deux projets, c'était vraiment de replacer l'humain au cœur du monde. Et donc voilà, c'était pour recréer du lien entre les hommes. C'est juste un commentaire pour dire ce qu'on avait en commun. Et personnellement, je pense que si j'avais quelque chose à prendre, ce serait un peu leur dispositif immersif en région, que je trouve assez intéressant et physique, oui, même visuellement aussi intéressant. Peut-être qu'on va répondre chacun d'entre nous. Moi, alors je vais tricher, il y a 2 choses. Ce qui m'intéresse, c'est la communication sur l'essence. Ça, je trouve ça vraiment super fort. Et nous, on n'avait pas vraiment exploré ce terrain-là. Et deuxièmement, j'aime bien l'idée de construire, on y avait pensé à un moment, un patrimoine universel que vous avez bien matérialisé, je trouve, avec chacun imprime une brique en 3D avec sa marque, etc. Et donc ça, je trouve ça assez fort au niveau symbolique. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, comme l'a dit Quentin, l'approche sensorielle, ça, je pense que ça parle et qu'on va vers ces nouveaux modes de vie plus tard, que ça fera partie de notre quotidien. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de les intégrer. Et concrètement, la logique des pavillons démontables, pour l'empreinte écologique, pour toute la conscience environnementale qu'on a mais qu'on n'a pas vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant et que c'est une solution pratique d'un kit pour exposer en fait. Et pour ma part, si je reste du côté de l'expérience du visiteur, c'est vraiment l'accent qui a été mis sur le fait que l'exposition vient à tous les habitants du monde en 2025 et que ça n'exclut personne. On n'exclut pas les Français qui ne sont pas à Paris, puisque l'exposition est dans toute la France. On n'exclut pas les Parisiens, bien sûr, et on n'exclut pas non plus les gens qui n'auront pas pu venir physiquement en France, puisque l'exposition vient à eux, comme ils l'ont dit, avec un parfum ou avec ces objets qu'on peut imprimer. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. On a oublié quelque chose. Yves Albarello. On a trouvé que le biopass était très bien aussi. Voilà. Le biopass. Oui, je m'excuse, mais j'ai dû m'absenter quelques minutes et j'ai loupé une partie de l'exposé. Mais si j'ai bien compris la différence entre les deux projets, le premier de Sciences Po, il est centralisé, il est autour du Grand Paris, du double 8, et le vôtre, il se décentralise un peu. Hein. On est bien d'accord, hein, c'est bien ça. Alors, avec la limite que je rappelle à mes amis parlementaires, c'est la limite budgétaire. Car, je le rappelais hier en réunion, le Grand Paris, qui va démarrer en 2015, c'est presque 35 milliards d'euros d'investissement. Vous imaginez autour les CDT qui ne sont pas inclus dans le prix et l'exposition universelle, plus on va la décentraliser et plus il y aura un coût très important. Donc on aura forcément à un moment donné une limite budgétaire et des arbitrages qui devront s'exprimer. Voilà, je le dis, mais ça serait une réalité. Oui, alors deux types de réponses. La première, c'est que c'est vrai que le budget, nous, c'est pas un critère qu'on a pris en compte d'abord,
Mais ensuite, pour vous répondre quand même sur le budget, quand on parlait de financement, j'ai envie de dire de manière assez naïve, mais il suffirait de les trouver. Il suffirait de les trouver auprès des entreprises locales, pour ce qui est du Grand Paris, ceux qui veulent développer le tourisme local, et auprès des nations étrangères qui nouent des partenariats avec des citoyens français pour rester large. Et en ce qui concerne les régions, les dispositifs immersifs, on peut tout à fait associer, comme ça a été dit, les nations étrangères à la construction d'un dispositif immersif qui thématiquement les intéresserait ou auquel ils voudraient se voir associés d'un point de vue de l'image. Donc je pense que le financement ne sera pas, pour cette exposition universelle, uniquement français, et encore moins uniquement de l'État français ou même des collectivités. Oui, puis d'une façon large, comme on peut aussi imaginer que ce soit un projet proposé par un ExpoFace de construire une cité sous-marine, que ce soit un gigantesque projet international en fait. Très bien. Écoutez, je crois que là aussi, le financement est un élément d'innovation. On est en pleine immersion du crowdfunding, vous voyez, qui est le financement participatif. C'est un véritable sujet dans un modèle économique qui partirait des présentations que vous avez faites les uns et les autres. Merci en tout cas beaucoup pour la qualité de cette présentation.